est-ce qu'on passerait pas au Nostalgie LM? Parce que du coup, donc, Nostalgie LM, vous le savez, c'est le moment où on regarde une vieille interview, un vieux meeting, un vieux documentaire sur Jean-Luc Mélenchon, et comme ça, on se replonge dans la trajectoire politique de la gauche radicale française, enfin de la gauche tout court française, et on se pose la question de est-ce que Jean-Luc a bien vieilli aussi? Ce qui est une question importante. Alors du coup, voyons voir. C'était comment Jean-Luc Mélenchon? En plus, moi, encore une fois, je vais découvrir l'interview avec vous parce que je ne l'ai jamais vu non plus. J'étais pas encore mélenchoniste à l'époque. Ça fait pas partie des trucs que j'ai maté. Genre, j'ai maté 2-3 trucs de 2012 à l'ancienne, mais je suis jamais remonté aussi loin dans une apparition médiatique de Mélenchon. Donc 2010, ça fait 2 ans qu'il a quitté le Parti Socialiste et qu'il a fondé le Parti de Gauche. À cette période-là, je crois les Verts, les écolos l'ont déjà rejoint au Parti de Gauche. Donc le Parti de Gauche, c'est agrandi aussi d'un socle un peu plus éco-socialiste. C'est les débuts du Front de Gauche, je crois. Et on est 2 ans avant la présidentielle de 2012. Et surtout, on est à la télé française. Et il y a Éric Zemmour comme chroniqueur de droite classique. Et Nolo était de gauche, parce que rappel, à l'époque, quand même, le principe on n'est pas couché, c'était qu'il y avait 2 chroniqueurs qui faisaient les questions et qui étaient un petit peu en mode clash, etc. T'en avais censé être un qui était un peu de droite, un autre un peu de gauche, enfin les deux qui étaient censés se contrebalancer les uns les autres. Nolo, c'était la caution de gauche. Le futur président de la République, Jean-Luc Mélenchon. Oui, le futur président de la République, s'il vous plaît, oui, le futur, tout à fait. T'as mis un petit peu de temps, Ruquier, mais t'inquiète, pour 2027, c'est correct ce que tu dis, t'inquiète. Présent chaque saison, futur président, tout ça, 2027, ce sera la bonne, c'est bon. Bon, puisque, non, si je peux attaquer comme ça, monsieur Mélenchon, puisque c'est officiel, vous voulez être candidat à la présidentielle 2010 Attends, avril 2010 Attends, mais il est pas... Attends, je sais qu'on part tôt d'habitude en campagne, mais 2 ans avant 12 ans. Ah non. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Il dit non, mais qui vous fait dire que je veux être candidat ça se trouve, c'était le début. Comme quoi, la petite Zumba de non, ça se trouve, je serais pas candidat. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comme quoi, la Zumba, elle existe depuis longtemps, hein. Déjà en 2010. Hein. Moi, non. Moi, présenter. Mais on ne sait pas encore. Comme vous y allez, monsieur Ruquier. Ah non, mais vous êtes fous dans ce pays. Dès que quelqu'un fait quelque chose et se fait un peu remarquer, on lui demande s'il veut être candidat. Alors, Bon, la mauvaise foi, quand même. Bon, un peu de mauvaise foi, le vieux, quand même. Voilà. Est-ce du déni ou de la mauvaise foi? Je ne sais pas. Moi, je penche pour la mauvaise foi, quand même. C'est en mode, oui, bien sûr. Oui. Tu ne veux pas être candidat. Tu ne te présenteras jamais à l'élection présidentielle. Bien sûr. Et puis, évidemment, tout le monde a une pudeur de gazelle, on regarde ailleurs. Ah, les pudeurs de gazelle, déjà ça, à l'époque. Et puis, comme ils insistent, ils finissent par écrire eux-mêmes, j'ai vu dans le journal, il va falloir qu'ils patientent. Mais je m'en fous, vous comprenez? Mélenchon égal à lui-même, qui s'énerve tout de suite. Mais je m'en fous. Comment ça, patienter? Je m'en fous. Mais qu'est-ce que vous me faites chier dans les médias, là, les journaux? Ah, vous attaquez fort, là. Oh, ça va, vous attaquez fort. Ben ça va, c'est Mélenchon, c'est tout. Ah, il a démarré sec. Je reconnais que j'y suis allé. Alors du coup, il surréagit, quoi, parce que évidemment, vous savez déjà s'il est. Ce que vous voulez, en tout cas. Alors, on va y aller par étapes. Ce que vous voulez, en tout cas. C'est ça, il va venir aller graduellement. C'est que le parti communiste, votre parti, le parti de gauche, et éventuellement même, pourquoi pas, qui c'est le NPA, Oui, vous pouvez. pourquoi, allez savoir, est un candidat unique à la présidentielle. Donc ça avait été le début du Front de gauche. Donc le parti de gauche qui avait été nouvellement créé, ça faisait 2 ans qu'ils existaient, ont proposé une alliance sous l'angle d'un cartel de parti. Hein, c'était l'union de la gauche, hors PS. Comme à l'époque, on faisait l'union de la gauche anti-PS. Hein. Rappel. Hein. Maintenant, c'est l'union de la gauche anti-Mélenchon, c'est l'union de la gauche au centre. À l'époque, c'était l'union de la gauche à gauche, quoi. Donc bon, c'était pas cette année qui était homme politique de l'année selon GQ. Bonne question. Je crois que c'était 2010. Ça m'étonnerait que ce soit 2011. GQ, Mélenchon, homme de l'année. Il me semble, c'était 2012. C'était 2012. J'adore Fabrice Luchini's New Friend, Jean-Luc Mélenchon. Immense classique, ça. Il faut le tenir en plus. Mesdames et messieurs, l'humble roturier que je suis se réjouit d'être dans la noblesse de l'entre-soi que je vois devant moi. Et je ne voudrais manquer à aucun de vos usages. J'ai noté qu'on a commencé dans la langue de l'occupant. Je veux y souscrire. Ladies and gentlemen, I would not be a bad liar this night. Yes, I am very dangerous. Dès le début, non, franchement, non, ça c'était vraiment prime. Yes, I am very dangerous. With my greyed bushy hairs and my teddy bear face, je me demande ce que vous avez bien pu me trouver en 2012. Je ne peux pas me comparer aux autres vainqueurs, le maître. En cuisine, je suis imbuvable. Je pourrais me comparer aux mathématiciens.
puisqu'aucun d'entre vous n'arrive à comprendre comment je compte rembourser la dette sans la payer. Mais c'est quand même fascinant, hein. C'était vraiment... Il y avait une espèce de Mélenchon mania, parce que, ah là là, c'est le mec un petit peu ronchon, qui a quand même fait un bon score à l'élection, et qui aurait pu nous éviter Hollande, tu vois, j'en sais un peu ça aussi, mais... L'homme de l'année, quoi. Oh, je pense que si jamais on interviewe Mélenchon une nouvelle fois, je vais le présenter comme ça, coprésident de l'Institut La Boétie, homme de l'année GQ de 2012. Ah, c'est vrai, pourquoi? Oui, parce que Besancenot, il sera candidat. Oui, ça, j'ai pas dit que Besancenot voulait, je dis que lui, monsieur Mélenchon, souhaitait éventuellement pas fou. ça. Et évidemment, tant qu'à faire, autant que ce soit vous, soyons clairs. Mais c'est là que tu vois que depuis le temps, c'est-à-dire depuis au moins 2010, où on lui fait « Arrête, tu vas te présenter, on le sait déjà. » « Non, je ne vais pas me présenter, qu'est-ce que vous en savez ?» Ça m'étonne pas que maintenant, à chaque fois qu'il est quelque part sur un plateau télé, tout le monde est en mode « Alors du coup, est-ce qu'il se présente et qu'il se présente pas, Mélenchon? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il revient? » etc. Parce que je pense qu'après tout ce temps, ça devient un jeu pour lui, quoi. Déjà, je vais vous dire pourquoi je peux pas répondre à une question comme ça. Bon, parce que la dernière fois, il y en a un comme vous qui m'a serré de près, là, et il m'a dit, est-ce que vous aimeriez? Hein? C'est-à-dire, je peux dire, bah, si les conditions sont réunies, évidemment que j'aimerais. Et alors j'ai répondu, je m'en sens capable. Honnêtement, j'allais pas dire, non, je suis complètement incapable, je défends mes idées depuis que je suis tout gamin et maintenant je vais arrêter. Et alors aussitôt, ça a déclenché une crise d'urticaire dans la direction du Parti communiste. Je me suis fait traiter d'autocrate, d'autoproclamé. Mais non, lâchez-moi. Déjà à l'époque, il se faisait traiter de dictateur. Tu vois, c'est pour ça que voilà, vous faites pas gaslight par les gens qui disent non, Mélenchon c'est un dictateur, mais en fait c'est parce que il a viré Garrido et Corbière, etc. Non, déjà en 2010, quand il a eu l'outrecuidance de dire que bah ouais, vas-y, ils sont capables de se présenter à la présidentielle, déjà le PCF le traitait de dictateur. Hein. Alors qu'en face, il y avait qui? Il y avait Pierre Laurent. Vous vous rappelez pas de lui, c'est normal. Si vous en avez un meilleur, n'hésitez pas à le montrer. Et déjà flexeur, quoi. C'était vraiment déjà le truc de oh non, mais moi je dis juste que je suis prêt, mais après, on est tous d'accord que c'est moi le meilleur. Déjà flexeur. Aïe aïe aïe. Il s'était fait têche de la tête du PSF, Pierre Laurent, pour avoir d'ailleurs signé l'accord du Front de Gauche. Pierre Laurent, homme politique, il faut bien préciser, parce que sinon on sait pas c'est qui. 2018, un vote des militants plaçant en tête le texte d'orientation présenté par Chassaigne et Roussel fragilise sa situation au PCF. Son soutien à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle de 2017 lui est notamment reproché. Dans l'histoire du parti, la mise en minorité de direction s'est jamais produite. Ok, donc Pierre Laurent, sinon on s'en fout. Non mais c'est intéressant, attendez, c'est l'histoire du PCF, c'est un grand parti français, faut savoir comment il est mort. Donc en fait c'est que Pierre Laurent, en gros, il était secrétaire général du PCF et en gros il s'est bien représenté, à chaque fois il était réélu, etc. Et c'est le fait de soutenir Mélenchon à la présidentielle qui a fait que les gens l'ont mis en minorité et l'ont dégagé, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment et c'est pour ça que c'est le début de la fin du PCF, quoi. Parce qu'en fait c'est le moment où le PCF arrête de regarder en direction de sa gauche et commence à lorgner en direction du PS. Même après, en vrai, même Pierre Laurent qui était pour une primaire de la gauche, bon, lui aussi c'était déjà la mort et le néant, quoi. Donc bon, en fait Pierre Laurent c'était surtout un mec qui était sur la défensive, qui savait que son espoir se situait dans la force politique qui était autour de Mélenchon, et que s'il se mettait avec le PS allait le noyer, et que c'est le seul moyen pour le PCF de continuer d'exister tout en se mêlant à une force d'entraînement populaire, c'était d'être avec le parti de gauche, parce que le PS avait plus trop de force d'entraînement populaire, et ça a été le début de la fin et le moment où le PCF a dit non, on arrête Mélenchon, c'est fini, quoi. Pas une histoire où la fille part avec la caisse du Front de Gauche et le PC a le seum. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est des trucs locaux. En gros, quand tu fais des listes d'union, forcément tu mets en commun la trésorerie aussi. Et du coup, au moment où l'union se disloque, la question c'est qui récupère la trésorerie, qui récupère la caisse. Dans certains endroits, c'est le PCF qui l'a prise, dans certains endroits, c'est le parti de gauche qui l'a prise. Et du coup, chacun accuse l'autre de s'être barré avec la caisse. La vérité, la fin du Front de Gauche, c'était surtout dans la préparation de la présidentielle, pas que, mais aussi dans le fait de refuser d'en faire autre chose qu'un cartel de parti. Et c'est aussi que le PCF devenait paranoïaque vis-à-vis du parti de gauche et avait peur que le parti de gauche essaye de noyauter le PCF. Mission date du 24 avril 2010, c'était Marie-Georges Buffet. C'était encore Marie-Georges Buffet au moment de l'émission. Ok, d'accord. La FI voulait noyauter le PCF. Non, le parti de gauche voulait pas du tout noyauter le PCF. Mais le PCF avait peur que le parti de gauche noyote le PCF en créant, parce qu'en gros à l'époque, t'avais le Front de Gauche, c'était un cartel de partis. T'avais plusieurs partis qui se mettaient ensemble pour des élections. Donc ils mettaient la trésorerie ensemble, la campagne ensemble, etc., etc. France Insoumise n'existait pas. C'était le parti de gauche. Et le parti de gauche voulait transformer le Front de Gauche en un mouvement, ce qui est devenu après la France Insoumise en fait quelque part. Voulait faire en sorte que, parce que avant, pour faire partie du Front de Gauche, il fallait être membre d'un des partis membres du Front de Gauche. Et les gens du PG, notamment Mélenchon mais pas que, eux ont milité pour transformer le Front de Gauche non plus en un cartel de partis, mais en un truc dans lequel les gens pouvaient adhérer directement. C'est-à-dire que tu pouvais être adhérent à aucun autre parti, mais adhérer directement au Front de Gauche et prendre ta part militante dans le Front de Gauche.
Un mouvement gazeux à tous heures. Bah, c'est ça l'origine story de la France Insoumise. Et voilà. Et donc, du coup, et à cette période-là, en fait, le Front de gauche s'est disloqué aux alentours de 2015 avec les élections municipales ou régionales. Je crois que c'est les régionales. Bref, il y a des élections dans lesquelles le Front de gauche est complètement disloqué. Et c'est là que chacun accuse l'autre d'être parti avec la caisse. Mais en réalité, c'est que à partir du moment où le parti de gauche, donc le parti de Mélenchon, a proposé des adhésions directes, le PCF a commencé à dire « Ouh là là, ils font ça pour nous baiser, ils font ça pour nous noyauter et pour faire disparaître le PCF et pour vouloir être hégémonique à l'intérieur de cette nouvelle structure que serait le Front de gauche. » Alors que rappelle qu'à l'époque, le PCF avait infiniment plus d'élus locaux, avait infiniment plus... Enfin, en fait, en termes de cadres formés, hein, parce que bon, l'école de formation du PSG, c'était pas ça non plus, quoi. C'était pas encore l'Institut de la Boétie et tout. Donc, en termes de cadres formés qui ont une assise locale, etc., le PCF était puissant. En vrai, tu transformais le Front de gauche en un mouvement où n'importe qui pouvait adhérer, rien n'empêchait le PCF de prendre la tête dedans. Et c'est ça. Et donc, c'est la grosse bête qui a eu peur de la petite bête. Et du coup, ils ont commencé à dire non, c'est la volonté d'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Oh là là, il veut en réalité faire disparaître le PCF, etc., etc. Et donc, bon, il y avait aussi une réaction identitaire. C'est ça qui a mené, in fine, en fait, à l'ascension de Fabien Roussel. Hein. Fabien Roussel, il a gagné sur une ligne identitaire du PCF. Et donc, c'est là-dessus aussi que le Front de gauche s'est disloqué. C'est parce que finalement, le PCF était terrifié que Mélenchon prenne plus de place, quoi. Alors qu'en vrai, c'est plutôt le PCF qui était en danger pour le PG. Mais bon. Le PG, c'était un parti de merde avec une démocratie interne comme le PS en plus. Mais bien sûr, c'était un petit parti, le PG, hein. En vrai, depuis toujours, notre némésis, c'est les autres partis de gauche. Bah oui, mais parce qu'en fait, la gauche n'aime pas la réussite. En fait, Mélenchon, il a déboulé, vous le voyez, homme politique de l'année 2012, révélation, il arrive, Ruquier le tutoie, et en mode, ah là là, non, il le tutoie pas quand même, mais Ruquier en mode, ah, tu vas être président, etc., etc. Mélenchon, il arrive, normalement, c'est un mec qui s'est barré du PS, que tout le monde disait qu'il allait finir tout seul et qu'il allait disparaître, etc., etc. Il a réussi à se maintenir comme une moule accrochée à son rocher, et en plus de ça, il a fait des bons scores aux élections. Et en plus de ça, il a montré que c'était un des meilleurs orateurs, si ce n'est le meilleur orateur de toute la classe politique française. Je pense que tout le monde était terrifié. Le reste de la gauche a toujours été terrifié de Mélenchon parce que ils ont dès le début vu en lui quelqu'un qui pouvait leur faire une sacrée concurrence, quoi. Askip Ruquier l'a tutoyé à Cuba, bien sûr, mais entre camarades, on ne se tutoie qu'à Cuba. Cuba, bien sûr. Toi, tu penses toujours que c'est plus efficace un mouvement plutôt qu'un parti aujourd'hui, d'ailleurs? Oui. Un des reproches qui était fait à la France Insoumise, c'était que comme il n'y avait pas de carte d'adhérent, les gens n'allaient pas suivre et il n'y aurait pas de continuité dans les groupes militants. De fait, il y a une continuité dans les groupes militants et ça n'empêche pas d'avoir une formation. Bon, ça a mis du temps avant d'avoir une bonne école de formation, mais en vrai, l'Institut La Boétie, en tant que formation intellectuelle, c'est plutôt pas mal en vrai. On peut faire des critiques sur la formation de l'Institut La Boétie, sur le fait que ça forme une classe d'intello plus qu'autre chose, que encore sur les pratiques de terrain, etc. Mais bon. Mais moi, je suis toujours pour, parce qu'en fait, finalement, faire un mouvement, ça veut dire en fait faire un parti qui donne primauté au programme et où on se fait pas chier avec des trucs de tendance interne et de démocratie interne. Donc en vrai, là-dessus, le fait d'avoir un mouvement n'empêche pas de faire tous les trucs que les partis font bien et permet d'éviter tous les trucs que les partis font pas bien. Donc voilà. Mais par contre, oui, des formations plus locales, je suis d'accord. Et c'est ça, et plus ouverte aux luttes externes, exactement, tout à fait. Donc non, moi je trouve que en vrai, il y a un bilan plutôt positif de la fin mouvement. Il s'est passé un petit événement qui n'a pas été remarqué, et pour cause, c'est ce qui s'est passé dans le Limousin. J'allais en parler. Oui, parce que c'est là où j'allais parler du Limousin. Attends, je savais que tu allais me parler du Limousin, Jean-Luc. C'est vraiment... C'est là où tu vois en vrai que les émissions, elles étaient bien préparées, quoi. C'est là où ça s'est mieux passé dans le Limousin, parce que justement, il y avait une candidature unique. Ouais. Alors là, il y avait 3 régions sur les 17 où il y avait non seulement le Front de gauche, mais aussi le NPA. Et dans le Limousin, il se trouve que au premier tour, le score était bien, on a fait presque 14. Et la discussion avec les socialistes a mal tourné, car les socialistes prétendaient nous faire jeter dehors les gens du NPA qui étaient avec nous dans la liste. Poutou et Besancenot maintenant qui nous font la Zumba de l'Union avec le PS parce que le danger, etc. Putain, mais ils faisaient la pression sur le Front de gauche pour dégager les gens du NPA sur les listes aux européennes, etc. Ils faisaient les petits bras en mode non, surtout pas les gauchistes du NPA, s'il vous plaît, dans le Limousin pour les élections européennes. Donc encore une fois, rappelle que les élections européennes, c'était des listes par région. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils parlent de ce qui s'est passé dans le Limousin et dans une région, etc., etc. C'était à la fois local et un peu... Vous avez capté. Le NPA, bordel. Comment ils sont devenus à ce point-là les idiots utiles du PS, alors que eux-mêmes ont vu à quel point c'était une putain de Zumba l'Union et que le but de l'Union c'était avant tout de dégager les gauchistes et ils en ont fait les frais eux-mêmes. Enfin bref. Voilà, c'est nous qui choisissons qui sont nos candidats dans la liste unie. Et le ton est monté, les socialistes ne voulaient rien savoir, ils sont extrêmement arrogants. Et donc on leur a dit, si c'est comme ça, chacun pour soi. Ce qui est un peu, il faut dire qu'honnêtement, il n'y a pas grand risque que la droite gagne là-bas, donc on a pu un peu aller au-delà de la ligne jaune. L'époque où la droite, et surtout l'extrême droite, n'était pas un risque existentiel. Ça aussi. Et on y a été, et ça nous a donné 20% au deuxième tour. Alors, ça montre avec les candidats de M. Besancenot. Oui. Donc on a fait ensemble ça 20, ça veut dire que dans le pays, et du côté de la gauche, il y a une grande disponibilité pour les solutions et ce qu'on raconte. Votre but, c'est de reconquérir l'électorat populaire, on est bien d'accord.
Oui, et c'est de passer en tête de la gauche. Je sais que ça peut vous paraître... Non, mais c'est ça. Pensez que Ah, non, votre réservoir d'électeurs, ce sont les abstentionnistes? Non, mais moi, je raisonne pas trop en termes de réservoir. Je me dis, voilà, moi, j'ai des choses à proposer. Je pense que d'abord, on doit balayer devant notre porte, parce que c'est clair que si on arrive à 50 groupuscules qui vocifèrent et qui essayent de se monter sur les épaules les uns des autres, on ne convaincra personne de rien. Et après, Oui, c'est ça qui est beau, quoi. Mon but, c'est de passer en tête à gauche. Et maintenant, c'est lui qui est en tête à gauche. C'est magnifique. Non, c'est beau. C'est trop beau. tout, on n'aura pas volé le traitement qu'on subira. Hein. Donc, une fois qu'on a passé ça, c'est-à-dire qu'on est capable de se rassembler, c'est tout. On parle au peuple français, on lui dit, voilà, nous sommes capables de gouverner, on va faire ci, on va faire ça, choisissez. Et après, on fait notre devoir de gens de gauche. Si on est devant, ça pourrait bien finir par se produire, eh bien, les autres devront se désister pour nous. Si les autres sont devant, on se désistera pour eux. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est pas Ruffin qui est en tête avec 10 points d'avance. Ah bah oui, apparemment, c'est Ruffin qui est en tête, qui a 10 points d'avance en 2024. Voilà, Ruffin est en tête il y a 2 ans, attention. Hein. Attention, c'est Philoche qui l'a dit sur Twitter. Le plateau, c'est une paralysie du sommeil, oui, de fou. C'est terrifiant, entre Fourest, Zemmour, Nolo, il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Qu'est-ce que je vais dire? Non, mais c'est beau parce qu'il l'a fait, quoi. Il l'a fait et maintenant, il est en mode, voilà, c'est la logique. Tu te désistes derrière celui qui est premier. Et nous, on a envie que ce soit nous le premier et les gens qui se désistent derrière nous, c'est logique. C'est quelque chose de simple, de loyal, qui marie la différence et l'unité. Enfin, dans mon esprit. Hein. Je vais vous laisser aux mains des deux Éric, Zemmour et Nolo, Oma, mieux vrai qu'il ne s'y risque pas. qui sont C'est moi où il a fait une menace, là. Il a dit, ouais, mieux vaut qu'ils en viennent pas aux mains parce que les deux, je te les prends, je te les plie, je te fais un German suplex et c'est fini très vite, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? tous les deux journalistes, et je voudrais quand même... Journalistes. Oui, pour qu'on ait vaincu tout. Déjà l'ironie de Mélenchon. Journaliste, rien que ça, journaliste. Pardon, monsieur. Est-ce que vous êtes réconcilié avec les journalistes depuis le fameux buzz internet qu'il y a eu sur votre altercation avec ce jeune étudiant de l'école de journalisme de Ah oui, ça, on va en parler. Sciences Po, Félix Brio? Mais je les adore, ils se sont tirés une balle dans le pied de première grandeur. Après ce buzz que vous avez fait, déjà à l'époque, vous avez mal parlé à un étudiant en journalisme. Vous avez fait le buzz. Est-ce que vous allez réparer vos relations avec la presse? Alors, en l'occurrence, c'était un mec random qui est venu à une manif du Front de Gauche et qui lui a posé la question sur la réouverture des maisons closes. C'est le fameux tu fermes ta petite bouche et tu me parles de politique. On voit là une photo Bien oui. Vous voyez, alors je vous prends tous à témoin. Vous voyez, j'ai 58 ans. La veille, j'ai fait un meeting. Et là, je rencontre un jeune qui me dit, je suis d'une école de journaliste. Bon, une école de journaliste, et un apprenti pâtissier, c'est pas un pâtissier. Un apprenti journaliste, c'est pas un journaliste. Donc je me dis, on est dans une relation assez libre. On est 4, hein. On n'est pas plus là, en train de discuter. Il démarre, et puis il me dit, il avait déjà été chatouillé quelqu'un avant. Il vient me voir, il me dit, l'abstention est gigantesque, c'est de la faute des politiques, qu'en pensez-vous? Bien, c'est pas de la faute des médias, on connaît. Et la discussion commence. Bon, c'est une discussion. Le ton monte quand je lui dis quand même, vous exagérez. Hein. Finalement, je lui dis, regardez, la une du Parisien, peut-être que c'est pas une bonne idée, peut-être que j'ai pas trouvé la bonne comparaison. C'est pas ça le sujet. C'est que lui, il se dit, tiens, puisqu'il est en train de me montrer, qu'est-ce que vous pensez des maisons closes? Là, j'explose. Je lui dis, écoutez, c'est bon, quoi. Vous avez vu la suite. Surtout, en vrai, le contexte, c'est aussi que il a un étudiant en journalisme qui lui pose les pires questions de journaliste en mode, ah là là, l'abstention, c'est la faute des politiques. Et puis, en fait, tout se pourrit, et puis machin, etc. Donc, il était en mode, oui, bon, allez, tu me saoules, t'es là que pour me poser des questions un peu choc, etc. Bon, t'es un étudiant en journalisme, mais bon, t'es fait globalement pour venir poser des questions de merde. Voilà, lui, il va finir sur quotidien, quoi, globalement. Full provoque. Bah oui, c'est ça, il venait lui poser des questions de provocation, quoi. Ce changement de Vous registre. voulez pas qu'on la revoie, hein? Non, mais ça m'est égal, moi. J'ai gagné 2 points d'opinion positive. Ah mais non, on la revoit, alors ça me fait Ruki qui dit si t'as gagné de l'opinion positive, vas-y, on regarde la vidéo, comme ça tu vas remonter. Moi, je veux que tu sois président. J'adore. Ruki, il est tellement fan de Mélenchon. Si vous leur parliez de choses intelligentes, ça les intéresserait aussi. Faut pas prendre les gens pour des abrutis. Non, c'est un débat sans aucun intérêt. Personne s'est dit, tiens, je préférerais dans une maison close qu'aller chercher les putes au coin de la rue. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation de voyeuristes et vendeuses de papier. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Basé. Pardon, tu fermes ta petite bouche et tu me parles de politique. Moi, je te parle de ton métier pourri. En plus, je sais pas, vous voyez vraiment le petit étudiant un peu bourge qui dit vas-y, je vais emmerder les gauchistes, je vais leur parler des maisons closes parce que ça fait un débat dans la presse. Mélenchon qui est en mode, mais ça fait un débat de rien du tout, ça inquiète personne d'ouvrir les maisons closes, on s'en bat les couilles, genre vas-y, parle-moi d'autre chose, quoi. Ah là là là, bref. Bon, vous avez exagéré quand même.
Un pauvre étudiant. Voilà. Mais justement, t'imagines, s'il est comme ça quand il est étudiant, qu'est-ce qu'il sera quand il sera professionnel? Bah attends, voilà. Le pauvre étudiant. Mais vous manquez de respect pour ce garçon. Ah bon? Il va dire, vous êtes méprisant. Il va dire, non, mais vous faites vous faites du mépris envers ce jeune homme. Il est c'est un jeune homme formé, déjà intelligent, qui sait ce qu'il fait. Attends, ne soyez pas méprisant envers les étudiants. Ils sont très intéressants. Vous manquez de respect pour ce garçon. Ah bon? Mais oui, parce que là, on a une algarade. Tandis que vous, pas du tout. Hein. Non, on est 4. Moi, j'ai jamais demandé qu'il aille mettre ça sur Internet. C'est vrai. Et le pauvre malheureux qui est là, il est tellement malheureux que, avant sur Twitter, il a commencé par raconter pendant 4 ou 5 jours, j'en ai une bien bonne sur Mélenchon. Ensuite, il s'en va refaire l'innocent en disant, Oui, voilà. je m'étonne. Oui, c'est aussi ça le truc, c'est en mode oui, bon, allez. Il a eu son petit moment, il a fait monter son petit buzz sur Twitter en mode j'en ai un truc sur Mélenchon, etc. Et puis après, enfin, tu sais, t'es en mode oui, bon, voilà, arrête, c'est pas un petit gentil et mignon, etc. C'est un mec étudiant en journalisme qui espère qu'avec son buzz, quelqu'un va l'embaucher pour faire autre chose que des micro-trottoirs de merde, quoi. Déjà, le vieux scrutait déjà trop Twitter. Ah bah, ça a été un des premiers sur Twitter, hein, le vieux. Oui, c'est ça, il a eu ce qu'il voulait, et puis voilà, il a fait son petit buzz, il a eu ce qu'il voulait, il a dit regardez, Mélenchon est méchant, et puis voilà. Tu vois, genre, je pense que c'est vraiment le truc. Moi, c'est fascinant parce que ça a pas changé, quoi. Maintenant, ils bossent à quotidien, les gens qui font ça, quoi. Bon, ouais, allez. Tout ça est pas... Il était content de son coup, quoi. Bon, moi je vais vous dire, il a le droit, moi je vais vous dire une chose. Si vous vous engueulez avec quelqu'un dans la rue, par exemple, vous avez une prune sur votre voiture parce que vous êtes mal garé. Franchement, si je vous filme de près dans la voiture, on vous dit, j'écoute ce que vous racontez sur la police nationale, ça peut être très intéressant. Et maintenant, nous sommes en 2026, et c'est littéralement toutes les vidéos. Qu'est-ce que tu as dit? Attends, répète ce que tu as dit. Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Dégage de ma propriété. Éloigne-toi de ma voiture. Et maintenant, t'as tout le monde qui a son téléphone comme ça, franchement. C'est... Ouais, il a pas tort. On n'est pas plus heureux maintenant que tout le monde se filme à la moindre altercation et fout ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc là, franchement, on est dans C'est une pas faux, algarade. c'est pas faux, c'est Mais pas oui. faux. Non, mais c'est vrai, Une il a prise vraiment de raison. bec qui prend une proportion. Caroline Forest, tu veux dire quelque Non, chose? mais j'aime beaucoup le talent de Jean-Luc Mélenchon pour retourner une situation dans laquelle, et ça arrive, franchement, quand on est homme politique, il y a des moments où on est crevé, il y a le moment où il faut pas être pris face à une petite caméra, on s'emporte, on s'énerve, ça arrive, il n'y a rien de dramatique. Bon, mais le talent, c'est que vous l'avez quand même vachement bien retourné à votre situation. Peut-être parce qu'il y a un Adieu aux fond. amateurs. Adieu aux amateurs. Ça veut pas dire que vous aviez raison sur le moment, parce que sur le moment, à mon avis, vous étiez un petit peu en tort. Mais peu importe, Caroline. le goût. Et t'inquiète qu'elle considère pas qu'il était en tort parce qu'il était à Bolo. Hein. Elle considère surtout qu'il était en tort parce qu'il s'est énervé, qu'il faut pas s'énerver devant les journalistes parce qu'elle est journaliste, tu comprends. Hein. C'est voilà, faut pas être méchant avec les journalistes. Alors peut-être, bon, alors ça arrive parfois, on est un peu fatigué. Vous avez bien retourné le truc, mais quand même, vous aviez tort parce qu'il faut pas parler comme ça en journaliste. Hein. Anti-JLM depuis le berceau là. Ah mais bien sûr, mais de toute façon c'est une droitarde, c'est une droitarde depuis le début. Hein. C'est le retourner, c'est bien Depuis, fait. pendant 12 jours, ces gens ont fait d'un non-événement, c'est-à-dire un type qui est en train de s'engueuler avec un jeune, un C'est vrai. événement C'est sur vrai. toutes les télés et toutes les radios. Et on vient me donner des leçons de maintien. Vous devriez parler comme ci, vous ne devriez pas parler comme ça. Avec Je la parle barre ce comme soir. Comme quoi déjà à l'époque, il y a eu une industrie du clash et de la petite phrase avec Mélenchon, mais c'est aussi pour ça qu'il en peut plus des journalistes, c'est qu'il est en mode mais ça va, genre je parle comme je parle quoi. En fait je pense qu'il y a aussi un truc, je pense que pas faire de Mélenchon le roturier qu'il se présente chez GQ et tout, mais je pense qu'il y a un côté, surtout à l'époque, je pense que maintenant c'est voilà, on va prouver que Mélenchon c'est un méchant. Je pense qu'à l'époque il y avait aussi une dimension de mépris de classe quoi. Il y avait aussi une dimension de on va montrer que ce gauchiste échevelé ne connaît pas les codes et les règles du monde politique. Oui, c'est une injonction de classe, oui, de fou. Toute sa vie, ils l'ont rendu fou et aujourd'hui, à 78 balais, il tient toujours debout. Le vieux droit est dur comme un clou de cercueil, bien sûr. S'il y a de ça, il parle pas comme un bourge, c'est 100% du mépris. Oui, en vrai, oui, c'est du mépris. Oui, c'est ça, hein. C'est en mode, c'est le truc de il parle trop fort, c'est bah non, il parle cru. Il parle vrai, il parle sans emphase, etc. Mais bref. Vous avez vu la vidéo complète de Mélenchon qui parle à Félix Brio, c'est hyper deep. Je l'ai jamais vu en entier. Mélenchon moins dur en version longue. Ah, il y a Arrêt sur Image qui a fait ce truc-là. Ferme ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok? Mais je comprends pas cette agressivité. C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Mais c'est vous qui Vous avez trouvez commencé à digne dire de que- parler à un homme comme moi, vous trouvez digne, alors que je vous donne comme exemple un titre pourri du Parisien, de commencer un débat avec moi sur la prostitution, mais vous me prenez pour qui, bonhomme? Je veux pas parler avec vous de ça, c'est clair? Si vous voulez me parler de Il politique, je fallait vous pas me réponds. parler du titre du Parisien si vous vouliez pas parler de ça. Si, je veux vous parler du titre du Parisien, petite cervelle, pas de la prostitution, du C'est titre moi du qui suis Parisien. insultant. C'est moi qui suis insultant. Vous me parlez de petite cervelle, c'est moi qui suis insultant. Parce que Ah là là, ok, d'accord. je crois que c'est une limite que vous avez atteinte. Allez, Ah bon. Bah merci. moi je vous dis pas merci. Vous êtes tous les mêmes et vous êtes en train de préparer un drôle de métier.
Vous allez être comme les autres, Il a raison. à mouliner du papier qui se vend. Pourtant, je vote à gauche, hein, mais... Vous votez à gauche en plus? Bah oui. Eh ben alors il faut réfléchir, vous vous rendez Bah, il faut compte? savoir Et en plus, il vote à gauche et il réfléchit pas sur le fait qu'il veut faire un métier de merde. Mais attends, mais comment tu peux être journaliste? différencier son métier et ses opinions, c'est tout. Mais non, il faut pas le faire. Il faut que vous ayez votre esprit critique pour comprendre que les médias sont en train de pourrir la vie publique. C'est pas mettre en cause la personne. Il faut que vous vous en rendiez compte à temps. Non, pardon, là, c'est un manque Bah de non, mais moi je prends pas mon public, enfin voilà, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit à mon public, moi j'ai mes opinions et je fais mon métier de journaliste, c'est deux choses différentes. Et c'est quoi? Le métier de journaliste, c'est quoi? Vous avez lu Albert Camus sur le sujet? Mais j'ai plein de choses Le sur sujet, ça peut pas être de nous dire 2 jours après une élection où la moitié des Français s'abstiennent, le grand dossier du journal Le Parisien, c'est faut-il rouvrir les maisons closes? Et après, et si on n'a même pas le droit de dire que c'est suspect, parce que la sainte corporation des vaches sacrées médiatiques se tient par la patte, tout le monde est d'accord pour dire ça c'est vachement important. C'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, Coquerel qui était déjà là, oui. Oui, je crois que c'est ça, c'est genre Mélenchon qui est en mode non mais enfin, c'est pas mon sujet, moi je veux parler du fait que les médias sont déconnectés et toi t'essaies de me faire rentrer dans un débat que je te dis que ce débat n'a pas lieu d'être puisqu'en fait on parle d'autre chose, oui, oui. Regardez cela, par exemple, RTL, ils ont... Après bon, le Parisien qui dit faut-il rouvrir les maisons closes, on sait très bien ce qu'ils font, je veux dire, en fait j'ai pas non plus envie de défendre, évidemment qu'il a été à bolo de merde dans cet extrait-là, tu vois, mais la vérité c'est que, on va pas se mentir, quand le Parisien fait sa une sur faut-il rouvrir les maisons closes, pas pour poser une question sur le droit du travail des TDS. On va pas... Voilà, quoi. Mardi dernier. Ça, c'est un sujet, il est pour rien, cette petite dame. Vous non plus. Quoi? Allez. Alors, on y va. Il y avait tout le monde, il y avait Coquerel et tout. Perso, moi je suis méchant, on vous l'aura dit. Hein. Mais moi j'avais aucune opinion sur vous, mais vous voyez Bah, là, maintenant, vous en avez une. je suis un peu surpris là. Ouais, mais essayez de réfléchir à mon comportement. Pourquoi je suis excédé? Vous voyez, Mais je non, suis un mais type normal. je défends pas les médias dans leur ensemble, monsieur. Pourquoi je suis excédé? Parce que vous nous avez claqué le beignet pendant 2 mois et demi à nous faire chier avec sous-marée, machin, tout ça, des sujets de merde au lieu de discuter du fond. On a à peine fini, vous jetez des larmes grosses comme ça sur l'abstention et vous recommencez les maisons closes, les putes, les machins, voilà ce qui les intéresse. Et les connards de la télé avec jusqu'à quel point quelqu'un ira torturer son semblable. Vous vous rendez pas compte que c'est une catastrophe de faire vivre un pays comme ça. Voilà pourquoi je suis emporté, j'en ai pas après vous, je vous connais pas, vous êtes sûrement un type sympa et altruiste, et puis c'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous? Ok, c'est marrant qu'Arrêt sur Image avait le dessous. Mais c'est là aussi où tu vois que, bah oui, outre l'énervement du truc, genre juste lui, ce qui le fait chier, c'est qu'il y a une abstention de malade. Et il dit, bah c'est la faute des médias. Et puis après, les médias, ils vont faire genre, ils s'en plaignent alors que c'est eux qui créent l'abstention, quoi, en parlant pas de politique. Oui, en vrai, oui. Après, tu sens le gars prendre pour tout le monde aussi. Bah oui, de fou. Souligne vraiment le cynisme de l'autre FDP qui a rien trouvé. Oui, c'est ça, parce que devant Mélenchon, il est en mode oh, mais vous savez, moi je fais pas ça pour défendre les journalistes en général, moi je fais juste mon métier, etc. Et après, il dit j'en ai une bonne sur Mélenchon, je vais le balancer. Il a reçu une formation VIP de Méluche et il a rien retenu. Bah oui, mais en fait, c'est aussi là, tu vois aussi que Mélenchon, c'est déjà le vieux qui voit les jeunes et qui a envie de sortir les jeunes de leur truc de merde et de leur attentisme et qui voit un petit jeune et qui essaie qui le daronne, quoi. Globalement, il essaie de le daronner et de lui faire sortir 2-3 trucs du cerveau et puis bon, il est face à un mec qui comprend rien et puis bon, bah voilà, il a continué sa carrière de journaliste à la con, quoi. Et lui dit aussi que ce sont les politiques responsables de l'abstention. Oui, en plus, c'est ça. Mais sauf qu'il est en mode, mais en fait, c'est pas aux médias de poser la question parce que les médias aussi sont responsables. Puis dire que l'abstention, c'est à cause des politiques comme si Mélenchon, c'est pareil que Macron ou Hollande. Bah oui. À l'époque, c'est le fait qu'il insulte les journalistes qui m'a fait l'aimer, donc bon, bah oui. Il s'est intéressé à lui dès qu'il a dit qu'il votait à gauche. Oui, exactement. C'est vraiment le moment où le mec il a dit mais en plus moi je vote à gauche. Il est en mode mais du coup on peut parler. Genre du coup tu peux comprendre ce que je dis. Tu vois, genre il a trouvé un terrain commun avec le mec en mode mais du coup oui, enfin parlons-en, quoi. Voilà, réfléchis. T'as raison surtout. Je dis c'est le ton un peu paternaliste qu'il a et Mélenchon c'est son côté paternaliste. Oui, je suis un peu d'accord. Après je trouve pas que c'est son souci. Enfin si c'est son souci, c'est vraiment qu'il en a pas beaucoup, quoi. Mais parce que ça vient vraiment, j'allais dire le truc le plus paternaliste au monde, ça vient vraiment d'une position d'amour, pas de mépris. Et du coup c'est très paternaliste de dire ça déjà de base. Je pense que c'est aussi qu'il y tient vraiment, quoi. Je pense c'est vraiment que c'est des trucs qui lui tiennent à cœur et ouais, je sais pas. Mais après oui, c'est un papy, oui, ça a toujours été un papy, je suis d'accord là-dessus. Moi je trouve pas que c'est un problème chez Mélenchon. Parce qu'en vrai, il a un premier réflexe paternaliste, mais c'est plutôt une invitation à l'échange qu'un truc... C'est in fine quand même, il veut discuter avec le gars, quoi. Ensuite, je suis allé à la rédaction de VSD qui est en grève. Et toute la bande
qui n'a pas arrêté de faire les griots en boucle contre moi parce que j'avais attaqué la sacro-sainte corporation. Il n'y en a pas un qui est venu là-bas voir les collègues qui sont en grève. Et pourquoi? Pas pour une histoire de salaire, ils sont en grève parce qu'ils veulent pas que moi change la ligne éditoriale de leur journal. Ils ont raison ou ils ont tort. Mais ceux-là même qui sont venus me faire des leçons de morale sur la défense de la profession sont incapables d'aller dans un journal où il y a des gens qui sont en grève. Donc j'ai une considération pour eux voisine de zéro. Ils font de la flûte, du blabla, un buzz comme on dit, et ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Un buzz déjà à l'époque sur l'anglais. Non mais puis voilà, déjà le truc aussi de oui, je critique la corporation, mais en fait je viens soutenir les gens qui sont en grève et qui sont salariés en tant que travailleurs. Mais en fait oui, je les soutiens pas quand ils font les journaux de merde et qu'ils essaient de poser des questions piégeuses pour faire leur buzz. Mais oui, je les soutiens dans leurs conditions de travail, quoi. Voilà, le même discours depuis toujours. Bon, même si aujourd'hui, après cela dit, sur le JDD il disait pas ça. Mais bon, la tech est transposable identiquement à l'absence de solidarité avec les journalistes palestiniens. Bah oui, c'est ça. C'est en mode si vous êtes en mode respectez la profession de journaliste et que quand c'est le journaliste palestinien, vous dites que ça existe pas les journalistes en Palestine, bon, voilà quoi. Oui, et puis bon, le JDD là où il était en mode oui, bon allez, commencez pas à me faire la zumba sur le droit du travail, etc. C'est pas maintenant que c'est repris par Bolloré que vous découvrez que vous êtes fasciste, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que sur le fond, je vous donne assez raison, c'est-à-dire sur en gros le conformisme médiatique et l'uniformisation médiatique contre laquelle je peste moi depuis des années en vain, mais bon. En revanche, Sauf que lui, c'est en tant que droitard, parce que pour lui, l'uniformisation médiatique, c'est les gens qui sont pour le mariage pour tous. Je serais un peu d'accord avec ce qu'a dit Caroline Fourest pour prolonger en fait. Ah bon, Zemmour serait d'accord avec Fourest. Oui, donc alors à l'époque, attention, Zemmour qui était d'accord avec Fourest, c'était pas possible. Fourest était la lesbienne, gauchiste, etc. Attention. Bon, c'était déjà une droitarde, mais c'était une féministe, donc ça suffisait à en faire une paria, etc. Et donc c'est pour ça que nous lui demandons il est d'accord avec Fourest. Elle est lesbienne, bien sûr. Mais en plus, même à l'époque, mais les gens, parce que la raison pour laquelle les gens étaient surpris que Fourest soit une droitarde et l'ont sucé absolument, c'est parce qu'en 2012, elle défendait de fou le mariage pour tous, en tant que lesbienne. Mais en même temps, dans le milieu LGBT, elle était déjà, depuis longtemps, t'avais déjà les militants qui étaient en mode non, elle nous faisait chier depuis le début, elle a jamais rien fait, elle crachait sur Act Up parce qu'ils étaient pro-palestiniens. Genre, bien sûr. Bien sûr. Connue comme la lesbienne anti-voile, mais bien sûr. C'était la lesbienne raciste of all time, et déjà dans le milieu LGBT, c'était... Ouais. À l'époque, c'était la combattante du mariage pour tous qui se faisait harceler par les cathos. Peut-être pas en 2010, même si déjà à l'époque, on parlait du mariage gay. Mais oui, c'est ça, elle a gagné ses lettres de noblesse médiatique mainstream avec le mariage pour tous. Vous avez très habilement retourné cette histoire. Vous avez compris quelque chose. Vous n'êtes pas le premier d'ailleurs. Avant vous, Le Pen et Bayrou l'avaient très efficacement prouvé. C'est-à-dire que les journalistes, et d'ailleurs souvent à juste raison, sont très impopulaires. Le Pen face à Bayrou l'avait efficacement prouvé. C'est là que tu vois que Zemmour, ça a toujours été un putain de fasciste, quoi. Vraiment, son exemple sur la critique médiatique, c'est vrai que Le Pen, il avait bien montré que les journalistes, c'est des merdes. Alors, pas comme ça. Pas exactement. Mais... Taper sur les journalistes, ça permet de faire monter sa notoriété et surtout d'attirer un électorat qui ne sait pas vraiment où aller et qui prend ça comme un pervers. Hein. Mais parce que je vous totalement pervers, parce que moi je m'engueule avec quelqu'un et maintenant vous allez bien. On me dit vous avez calculé, j'ai rien calculé. Non, j'ai pas dit que vous avez... Et déjà à l'époque, Mélenchon, le cynique, qui calcule et qui critique la presse pour avoir le vote des confus, etc. Mais bien sûr. Le Pen père. Oui, là, il parle de Jean-Marie Le Pen. À l'époque, c'est Jean-Marie Le Pen encore. Marine Le Pen arrive un petit peu sur le devant de la scène, mais on est encore avec Jean-Marie. Oui. J'ai quelque chose de lui répondre, c'est tout, c'est vous qui en faites un buzz. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que vous avez calculé. Ouais. Là, j'ai dit après. Quand vous avez vu la folie, l'hostilité folle, le buzz ridicule, là vous vous êtes dit, il y a un bon coup à jouer, et ça m'intéresse. Mais non, Zemmour, écoutez-moi, vous y êtes pas, vous m'avez pas suivi, vous n'avez pas regardé mon blog. Moi j'ai pas pris, j'ai raison, j'ai tort, machin. Déjà à l'époque, lisez mon blog. Je me suis pas occupé de ça. J'ai dit pourquoi vous en êtes là. Pourquoi vous en êtes à faire des événements et des non-événements. Vous y êtes là pour deux raisons. Premièrement, la condition sociale des journalistes, épouvantable. La moitié des cartes de presse sont des gens qui n'ont même pas de CDI. Deuxièmement, vos conditions de métier. Vous faites 5 sujets dans la journée, je vais pas citer là de chaînes ou d'autres chaînes de télé. Donc venez pas me raconter que vous faites du journalisme, vous faites de l'abattage. Et vous le savez aussi bien que moi, la preuve. Quand je suis allé à VSD, regardez sur internet, vous avez le film, la discussion qu'on a eue, elle est incroyable. Vous pourriez dire que la rédaction de l'Humanité. VSD, c'est quoi? C'était un magazine d'actu, un peu people sur les bords, ouais. Média people, mais un peu old. C'était pas Gala Voici. C'était un peu en mode... C'était pas Valérie Trierweiler qui était là-bas? Non, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est plutôt Paris Match que Gala. Mais voilà, c'était un magazine un peu à la con, quoi. L'article, bon, tranquille, ils font pas de politique, ils parlent d'autres choses, de mode, de vie quotidienne, etc. Et qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent notre journal est en train de crever parce que c'est des Enfin, maintenant, je crois que c'est devenu un pur player à la con, quoi. financiers qui le dirigent au lieu de journaliste. L'autre dit il faut qu'on se réapproprie notre outil de travail, c'est-à-dire notre pensée. Il y a un malaise terrifiant dans cette profession. Et Moi, une je suis un homme de polarisation gauche. de cette profession. C'est bon, je termine. Je suis un homme de gauche. Donc sur quoi je m'appuie tout le temps? Pas sur vos machins de blabla. Je m'appuie sur la masse, les salariés, les gens qui réfléchissent à partir de leurs conditions sociales et qui aiment leur métier. Donc vous l'aurez dans l'os jusqu'au bout avec moi, parce qu'à chaque fois j'irai chercher la masse contre la petite élite. Et la masse est de mon côté. Et Internet dans Allez, tout ça. quel sujet, mon cher Mélenchon? Internet dans tout ça, Déjà Mélenchon. populiste On sait à l'époque. qu'aujourd'hui, le métier de l'homme politique a changé avec justement ces buzz possibles. C'est buzz possible. On voit vraiment qu'on est en 2010. Le buzz, le buzz. On sait pas trop comment ça se dit. Le buzz sur Internet. Est-ce que Internet, c'est la vraie vie? Vous êtes sur Internet, monsieur Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez d'Internet? Du moindre Non, geste ou du il y a moindre mot. deux choses. L'Internet, c'est extraordinaire. Moi, j'ai un blog, c'est ma liberté, quoi. Je dis ce que je veux, j'écris comme je veux, je peux même m'engueuler les gens qui viennent me voir. Ils disent, il faudrait parler de film, non, je veux pas, bon, il y a un truc, fais ce que je veux. Donc, on arrive à une certaine. Mais alors, ce qui va pas, c'est ce monde de fous où vous pouvez plus faire une réunion sans que quelqu'un vous filme de la figure. Vous ne demandez même pas la personne, vous dites, s'il te plaît, si vous avancez la main, après, il le met, ça fait un buzz. On revient sur le fond, hein, tout ça est anecdotique. Eric Nolot. Sur le front, donc au sein du front de gauche, il y a deux forces principales. Il y a le parti de gauche et le PC. Je dis force principale. Il y en a d'autres. Le PC est plutôt attiré naturellement vers le PS. Vous, la pente naturelle, ce serait plutôt vers le NPA. Déjà à l'époque, déjà l'extrême gauche, déjà vous êtes plutôt proche du NPA alors que le PC ils sont plus proches du PS, le PC ils sont un petit peu centre-gauche alors que vous êtes un peu plus extrême gauche, incroyable. Mais c'est là que ça fait relativiser sur les discours de merde qu'on entend, quoi, c'est vraiment ils inventent rien. T'imagines t'es Mélenchon, t'as la mémoire de tout ça et on te le rebalance encore aujourd'hui, on a été caractérisé d'extrême gauche, bah oui, classique quoi. Que vous me disiez ce qui vous sépare et ce qui vous rapproche, respectivement du NPA et du Voilà, PS. ça va être sérieux, alors. Ben, d'abord, en deux mots, bien sûr, hein. Et Très bonne question, qu'est-ce cela que je pense de l'avenir du pays. Exactement. Non, la présentation, déjà, bon, dire que le PC est attiré vers le PS, bon, moi, je le dirais pas comme ça. C'est favorable à des alliances avec le PS qu'avec le NPA. Il ne veut pas d'alliance avec le NPA, ça, j'ai jamais compris. Ça, je suis obligé de dire, c'est vrai. Bon. Mais le PS, c'est plus, vous savez, quand... C'est vrai que tu vois que c'est vraiment des stalles de merde, tellement stalles qu'ils veulent pas d'alliance avec le NPA alors qu'on s'en bat les couilles. Il y a eu un vote des communistes à la base pour savoir s'ils faisaient des listes de front de gauche ou s'ils allaient avec le Parti Socialiste, ça a été mais massivement du côté du front de gauche. Donc attention avec l'idée que le Parti communiste serait simplement le bagage accompagné des socialistes parce que c'est pas vrai. C'est bien parce que t'es dans une union avec eux que tu dois dire ça. Alors, oui, mais bon, alors. Ça, tu vois, typiquement, c'est un truc qu'il dirait plus trop, aujourd'hui. Parce qu'il n'a plus besoin de défendre l'union avec le PS. Parce que c'est fini. Sans piternel espoir que la base reprenne le dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà le truc un peu à l'époque de... Non, mais eux, là, pareil, ils sont alliés avec le PS, mais en vrai, leur base, elle vote plutôt avec le NPA, donc en vrai, vous comprenez, la base contre l'appareil. Mais bon, avec le PCF, on a appris que la base contre l'appareil, ça ne fonctionne pas et que l'appareil fait ce qu'il veut et que la base finit par approuver, quoi. Tu le dirais encore en vrai, mais il a appelé à l'union avec certains communistes il y a 4 jours. Ouais, mais tu vois, c'est encore ce truc-là, tu vois, c'est en mode, je passe par la base, ou je passe par les gens quand même par Roussel pour faire l'union avec eux, indépendamment, mais pas avec le parti, quoi. Et ton NPA, il déteste le PS, pourquoi Poto Non, Poto il suce pas le PS. Je vous renvoie au react qu'on a fait avec Raz hier de l'interview de Poto sur le média. Il suce pas le PS, il suce l'union. Il est en mode quand même, faut faire l'union, etc. Sauf que il évacue de la question de l'union le fait que les tenants de l'union considèrent que la présence du PS est une condition sine qua non. Et donc de fait, quand tu parles d'union, t'es obligé de parler d'union avec le PS parce que c'est tous les autres partis qui veulent faire l'union qui font ça. Donc ça fait que Poto est plutôt un idiot utile du PS quand il fait ses appels à l'union plutôt qu'un suceur du PS. Après, le reste du NPA et en règle générale est plutôt favorable au soutien de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, tu vois, typiquement. Donc bon, ça revient à sous-estimer d'accepter ces chiens du PS. Oui, en fait là-dessus ils sont plus, encore une fois, moi c'est ce que je disais hier, je pense que surtout ils sont nuls dans le jeu électoraliste, quoi. Et à la limite, ils devraient être comme RP d'assumer que c'est pas leur game, quoi. Le NPA, n'oublie pas qu'ils se comportaient comme des merdes avec les pro-Mélenchon à l'époque, Bono vient de là. Dans leur parti, j'entends. Oui, c'est vrai. Mais après, bon, c'est histoire des groupuscules trotskistes aussi, hein. Et puis, faut rappeler aussi que Mélenchon, à l'époque parti de gauche, ça restait un transfuge du PS, hein. Il a mis du temps aussi à gagner ses lettres de noblesse auprès de l'extrême gauche. Et puis bon, le NPA aussi, c'est sa déliquescence progressive qui l'a fait se rapprocher de Mélenchon aussi. Oui, et puis à l'époque, bon, aujourd'hui, ils ont scissionné. T'as Révolution permanente d'un côté, t'as le NPA-A et t'as le NPA-R, NPA révolutionnaire. Mais faut pas oublier que toutes ces tendances-là, elles étaient dans le même parti avant, tu vois. Donc Bono, elle était au NPA aussi à l'époque où t'avais aussi des gens en mode lutte ouvrière, en mode on va parler de racisme, quoi. À l'époque, il était considéré comme un gros sénateur socialiste. Oui, c'est ça. Sans doute pourrais-je dire que la question de la République est importante. Le parti de gauche est un parti républicain, socialiste et écologiste. Bon, alors, quand on dit républicain, une bonne partie du NPA s'évanouit. Quand on dit écologiste, les communistes qui ne veulent pas entendre parler de la sortie du nucléaire ne sont pas bien. Et quand on dit socialiste, une partie des... Et bon, alors l'écologie, c'est pas que le nucléaire. Attaque-les sur leur productivisme, pas sur le nucléaire.
nucléaire, s'il te plaît, Mélenchon, voyons, pas le nucléaire. Y a pas que ça. Puis tu te ridiculises en réduisant l'écologie à la sortie du nucléaire. Après, oui, c'est vrai qu'en 2010, c'était la méta nucléaire. J'ai pas envie de dire de conneries. C'était quelle année Fukushima? C'était 2010 ou 2011? Ou 2011, on est. Ouais, oui, ça, c'est 2011. Oui, d'accord, oui, c'était après. Mais après, oui, c'était la méta des mouvements altermondialistes, des stickers nucléaires non merci, etc. Donc, oui, en vrai, c'était un peu plus la méta qu'aujourd'hui dans le courant écologiste, quoi. Quand on dit laïcité ou NPA, en ce moment, ça se passe comment? C'est bon. Pardon, on se remet à la question de Caroline Fourest? Et quand on dit laïcité ou NPA, en ce moment, ça se passe comment? Tiens. Aïe, déjà la laïcité. Aïe. Est-ce qu'on est d'accord que les musulmans, c'est un peu un problème qu'ils veulent pas s'intégrer quand même? Et le voile alors, hein? C'est bon, ne les jugeons pas trop vite parce que je pense que ça s'est retourné contre eux cette histoire. Hein. Beaucoup de militants. Vous parlez de la candidate voilée Ouais. du NPA. Mais vous savez, les En fait, militants. session au sein du NPA, enfin, je veux dire, Oui. même au sein du NPA, il y a un débat très fort sur Oui, cette parce question. que les trotskistes de la LCR ont été pendant des années les militantes féministes les plus déterminées. Puis on peut dire quand même quelque chose à un moment donné, il restait plus qu'elles pour continuer à mener la bagarre et à pousser les nouvelles générations devant. Donc je pense qu'ils ont dû être très malheureux. Bah non, précisément, parce que c'est grâce aux féministes que justement une meuf voilée a pu se dire vas-y, j'ai aussi ma place, en fait. Aïe. On retourne au Mélenchon islamophobe et un peu fémo-nationaliste sur les bords. Hein. On retrouve ça aussi dans ses positions à Bolo, en vrai de vrai. Hein. Mais où, en fait, ce qui est fascinant, c'est que comme c'est un mec et que, comme beaucoup de mecs, il découvre les féministes et il est en mode bah faut leur rendre hommage quand même, elles sont importantes dans la lutte, les féministes, il faut pas les critiquer, gna et tout. Bah du coup, il a une tendance à penser que n'importe quelle chose que dit une féministe, parce que c'est une féministe, c'est une validation, donc que ce soit sur le travail du sexe, que ce soit sur le voile, etc. Je détestais déjà pour ça à l'époque. Bah oui. Et en vrai, là-dessus, il a beau dire qu'il a pas changé, il a quand même un peu changé sur ces questions-là, quoi. Aujourd'hui, il ressortirait pas les féministes comme prétexte pour parler de la question de la laïcité et du voile. Aujourd'hui, il rentrerait dans un logiciel antiraciste pour parler du voile, pas dans un logiciel féministe. Donc t'as aussi ce truc-là où il a appris aussi à voir les choses sous des angles différents que uniquement une vieille féministe un peu transphobe, abolo et raciste m'a dit un truc, du coup elle a raison, quoi. Il voit pas comme un changement, il voit comme une évolution de la réflexion. Ah oui, bien sûr, mais parce que ça reste son logiciel républicain qu'il a mis à jour. C'est plus une mise à jour qu'une modification à 180 degrés. Et toujours pour la loi de 2004. Oui, mais, tu vois, encore une fois, sur la loi de 2004, sa réponse à la question de Tata Drapi lors de la conférence de presse, elle était intéressante, tu vois. Il aurait pas toujours dit que le débat et la remise en question de la loi de 2004 était un débat légitime. À l'époque, il aurait dit que c'était un débat absurde, et que il n'avait pas sa place, et que c'était un acquis de la République, etc. Le fait que dans la question de Tata Drapi, il a dit « Moi, je suis contre, bon, je changerai pas, mais je laisse le soin aux jeunes générations d'en débattre et d'en discuter parce que c'est un débat légitime », il aurait pas dit ça il y a des années. Hein. Voire même il y a 2 ans, il aurait pas dit ça. Sur le burqa, Oui. bah dites-le maintenant. Je crois que vous vous trompez dans la manière d'aborder le sujet, les amis. C'est ni la question de savoir si on stigmatise, ça me fait rigoler, que les gens qui se stigmatisent eux-mêmes. Bon, écoutez, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que c'est un traitement dégradant, oui ou non? Si c'est un traitement dégradant, alors c'est interdit. Ici, c'est la République. Je l'ai dit tout à l'heure. On peut pas se balader nu dans la rue, on peut pas tenir en laisse quelqu'un. C'est ça qui compte. C'est comment on se positionne par rapport à un traitement. Donc moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Aïe, non. Comme quoi, il a bien vieilli. On peut pas tenir quelqu'un en laisse dans la rue. Si, on peut tenir quelqu'un en laisse dans la rue. Demander au Puppy, c'est parfaitement possible. Aïe. Skip, on est en campagne. Mais non, mais pas du tout. Mais attends. Je vais pas censurer ça. Mélenchon disait vraiment ça à l'époque. Ce qui est important, c'est qu'il le dit plus aujourd'hui. Mais c'est important de montrer ça. Au contraire, c'est très, très, très important pour la campagne, dans une dynamique de campagne, de montrer qu'il est capable d'évolution et qu'il est capable de réflexion sur ces sujets-là. Ah, c'est une vanne, pardon, t'inquiète. Mais après, je dis vraiment premier degré. Pour moi, c'est très important de montrer ça, au contraire. Par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher Et parce qu'à l'époque, le débat, c'était sur l'interdiction du voile intégral. Ça, c'était vénère, ça aussi. Hein. Absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur, première chose. Et deuxièmement, parce que c'est obscène cette histoire du burqa, ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et deuxième idée. Bah du coup, c'est pas si obscène que ça. On voit que c'est vraiment pré-MeToo, pré-marche contre l'islamophobie. C'est obscène parce que ça sous-entend que les hommes seraient tous des merdes. Alors, non, disons qu'aujourd'hui, on dirait que c'est obscène parce que ça sous-entend que c'est la femme qui doit prendre la charge du fait que les hommes sont des porcs. Mais les hommes sont des porcs. Quand j'étais en train de pisser tout à l'heure, j'ai ouvert TikTok parce que j'avais pas fini un TikTok tout à l'heure. C'était un TikTok très très long d'une meuf qui raconte que son mec l'a quitté parce qu'elle est chez le gynécologue. En gros, elle raconte en mode ouais, bah du coup, on avait fait la fête un peu tard, etc. Ouais, je suis en mode ah merde, putain, je vais aller chez le gynécologue, mais j'ai hyper
hyper mal au bas du ventre, et vas-y, elle demande à son mec de l'accompagner. C'est la première fois que son mec l'accompagne chez le gynécologue, alors que ça fait des années qu'ils sont en couple. Et elle dit à son mec, non mais c'est bon, tu peux m'attendre dans la salle d'attente, tu peux m'attendre dans la voiture, t'inquiète, etc. Mais le mec insiste pour aller dans le rendez-vous, et il se rend compte que le gynécologue, c'est un vieil homme de, je sais pas, de 60 ans, etc. Et quand il lui fait son examen, etc., le mec, il pète un câble en mode, ouais, n'importe quoi, tu flirtes avec ton gynécologue, etc. Et genre, déjà, le mec qui était choqué, il savait pas qu'elle était censée monter sur des étriers et que le gynéco allait lui regarder la chatte, quoi. Et du coup, elle raconte ça en mode, et bah, du coup, genre, il m'a fait la gueule, il m'a plus rien dit. Et quand il est arrivé à la maison, il a fait il m'a balancé tous les noms d'oiseaux possibles, il m'a accusé de flirter avec mon gynéco, il a fait ses valises et il s'est barré, quoi. Donc, bref, oui, les hommes sont des porcs. Bon, après, c'est aux États-Unis. Après, je pense qu'en France, ça doit arriver aussi, hein. Mais bon. Maintenant, JLM, il dit éduquer vos fils, MDR, c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux. Oui, déjà, c'est pas mal. Maintenant, voilà. Voilà. Il y a un progrès à la fois sur le féminisme et sur l'islamophobie. Pour revenir à Mélenchon, pardon. Perso, je connaissais pas ce Méluche parce que je suis très jeune et j'aime voir son évolution. Bah oui, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Hein. Histoire-là. Par conséquent, on interdira les pommes chaudes qui proposent l'interdiction. Quel signal vous donnez à des femmes qui portent la burqa volontairement? Je leur donne le signal suivant. En République française, les hommes et les femmes sont égaux. J'ai le droit de te regarder dans les yeux. J'ai le droit de te regarder, tu as le droit de me regarder. Berlin, vous êtes d'accord avec ça? D'accord avec Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy Non mais et ça c'est Jean-François bien, Copé. et Nicolas Sarkozy. Bah oui. Bah oui. Je sais très bien Vous êtes pourquoi. d'accord? Non mais je sais pourquoi Sarkozy fait tout ça, c'est son débat à ta poil sur l'identité nationale dont personne n'a rien à battre, et tout ça. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de ce pays. d'accord. Et dans ce pays, on va vivre ensemble, et on se ramènera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Berlin. Après, la vérité, les arguments sur la burqa sont si faibles. Après, moi, mon côté aussi universaliste, j'avoue, autant le voile, je comprends, autant la burqa, j'avoue. Mais oui, c'est vrai que le truc de le droit à dévisager, t'es en mode oui, mais enfin, en fait, c'est pas un droit de dévisager quelqu'un, de regarder quelqu'un dans les yeux, etc. En fait, lui, il part d'un point de vue philosophique, tu vois, un peu en mode Alain, tu vois. Un peu en mode la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de l'humanité passe par le regard et passe par l'œil. Et du coup, pour reconnaître l'humanité de quelqu'un, c'est important le contact du regard, etc. Tu vois, en fait, moi, je vois le truc un peu philosophique duquel il part. Mais après, oui, c'est vrai que la façon dont il le dit, t'as l'impression qu'il parle des droits d'importuner, quoi. T'es en mode, j'ai le droit de te regarder. T'es en mode, mais du coup, là, tu reproduis exactement ce qui t'est reproché. Ce qui t'est reproché en disant que tous les hommes sont des porcs. Voilà, désolé, pardon. Lui, il réfléchit en globalisant d'un point de vue société en mode comment on fonctionne sans se voir. Oui, c'est ça. Alors qu'en vrai de vrai, pour moi, la vraie réponse aussi sur la burqa. Après, est-ce que c'est la vraie réponse? Je sais pas, parce que Wissam, il me dira que je mets le truc sous le tapis. C'est que c'est pas une revendication massive. C'est-à-dire que les débats sur la burqa à l'époque, ils arrivaient parce que t'avais des meufs qataris qui étaient sur les Champs-Élysées, qui faisaient leur shopping sur les Champs-Élysées. Donc déjà t'avais un seum que ces Arabes viennent consommer des biens de luxe chez nous, qui portaient la burqa quand elles se promenaient, etc. Et du coup, ça partait énormément de ça, tu vois. Ça partait du truc à la fois d'un ressentiment envers le Qatar qui commençait à racheter des rues entières, le Parc des Princes, des trucs comme ça. Le PSG, je crois, c'était aussi un peu à cette époque que le Qatar a racheté, ou c'est un peu après, je sais plus. Donc t'avais un petit peu cette panique déjà sur ça. Mais surtout, c'était un truc assez minoritaire au final. Bon, alors c'est pas, encore une fois, c'est pas une réponse, tu vois. Mais quand tu compares par exemple avec les débats sur la baya qu'on a eu récemment, là t'as vraiment un truc où t'as des meufs qui s'habillent de façon un peu plus couvrante et du coup on va leur faire la guerre. Et que t'as vraiment un mouvement culturel, même s'il est minoritaire, de meufs qui s'habillent d'une certaine façon, etc. Sur la burqa, c'était un non-événement. Et c'était une utilisation de ça par Sarkozy pour refaire un moment interdiction du voile et pour refaire un débat sur l'identité nationale. De même que sur l'interdiction du voile à l'université. C'était des gens qui étaient en mode je veux retrouver le buzz islamophobe qu'ils avaient les autres, mais le problème c'est qu'ils ont déjà interdit le truc, du coup j'essaie de retrouver mon truc et je vais trouver du coup les meufs qataris qui vont acheter sur les Champs-Élysées, quoi. Donc, bon. C'est genre 300 meufs en France avec leur burqa du Qatar. Oui, c'est ça. C'était vraiment un non-événement, quoi. Du coup, interdire les cache-cou aussi, les lunettes de soleil. Oui, mais non, enfin, et en plus, moi je dis ça, tu sais, j'ironie sur la burqa, mais en vrai, tu sais, les meufs qui portent le voile et qui mettent un masque chirurgical, pas forcément pour des raisons sanitaires, genre, IMO, c'est ok aussi. En fait, tu sais, il y a aussi un truc de bon, en vrai, Osef. Si quelqu'un porte la burqa, elle sort pas de la société, faut bien faire avec, c'est juste qu'en France, tout ce qui ressemble à une affirmation de la communauté est rejeté en vrai. Oui, et puis en plus, c'est ça, et aussi, c'est le contre-exemple de si tu portes la burqa, tu refuses de faire société. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, même en regardant ça différemment, tu vois, c'est que faire société, c'est pas refuser, c'est pas partir du principe que quelqu'un qui porte la burqa refuse de faire société. C'est accepter de la traiter comme une égale, même si tu ne vois pas son regard, entre guillemets, tu vois, c'est aussi ça, c'est aussi faire le pari de l'égalité, quels que soient les oripeaux de la personne, tu vois, genre bon, voilà. Oui, quoi qu'il arrive, en effet, une grosse boule, on libère pas quelqu'un en lui interdisant des trucs, tout à fait. Donc là-dessus, tu vois, genre, tu sais, je capte le truc un peu philosophique de Mélenchon en mode il faut se regarder dans les yeux, c'est la base. Oui, mais en même temps, si tu peux pas avoir un eye contact avec la personne, tu vas pas lui interdire d'être traité de façon égale avec toi, tu vois. Genre, tu sais, t'as
un truc où l'égalité, ça se donne à la personne. C'est pas quelque chose qui se mérite. On sait que le Parti Socialiste s'est réuni cette semaine. Martine Aubry, à peine rentrée d'Inde, a annoncé à François Hollande, à Bertrand Delanoë, à Laurent Fabius et aux autres, un, qu'ils étaient à la retraite, ensuite deux, que le Parti Socialiste, en gros, était pour le maintien de la retraite à 60 ans, mais que, évidemment, il fallait trouver quand même des solutions pour envisager l'avenir. Vous dites, il y a une solution, on touche pas au régime des retraites, mais en revanche, on fait payer les riches. Ça n'a pas. C'est pour ça, quand il dit la retraite à 60 ans, il dit oh là là, il veut même aller plus loin que 62 ans, il veut faire 60 ans, etc. Non, c'est comme ça que c'était déjà à l'époque. C'est le PS qui a reculé, et là, il parle déjà du PS qui s'apprête à reculer sur les retraites. Putain, les retraites, le voile, décidément, en fait, retraite, voile, en fait, c'est très contemporain cette interview au final. Expliquez. Non, mais d'abord, je veux dire une chose. C'est assez simple à comprendre. Non, mais vous allez voir, M. Zemmour, il sera aussi question de votre poche s'il faut. Donc de la vôtre. Oui, mais moi je suis d'accord. Mais moi aussi. Vous aussi, ça tombe bien. Mais c'est vrai, on n'est pas forcément. Mais moi je suis pas parlementaire, j'ai pas le statut de retraité parlementaire. Oui, mais peu importe. Non, pas on est peu tous d'accord. On est tous d'accord, les gens normaux, pour mettre la main. Oui, enfin, t'as pas le statut de retraité parlementaire, tu te fais des couilles en or avec tes livres de merde misogynes. Non, arrête. Non, moi, tu n'es pas un pauvre petit journaliste crève la faim, t'es un grand éditorialiste du Figaro, c'est pas pareil. La poche pour que ce pays vive dans des conditions décentes. On n'est pas d'accord pour voir nos parents et nos grands-parents servir dans un bar et faire le boulot, et faire du travail qui les use. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé choquant la semaine dernière, c'est il y a le rapport du corps. Alors tout le monde se dit, c'est quoi le corps? Conseil d'orientation des retraites. Alors ils sortent un rapport et ils annoncent que... Déjà, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, ça vous rappelle? Oh là là, on est vraiment pas sorti du truc. Hein, si, en 2050, et tout le monde dit, oh là là, catastrophe, le journal Le Monde. Déjà, le rapport du corps et la menace sur 2050. Putain, mais genre, c'est vraiment rien à changer, hein, la boucle. C'est comme quoi ça vous dit à quel point le militantisme, c'est du rabâchage. Hein. Il met 2600 milliards de trous si on ne fait rien. Alors les gens normaux, ils sont écroulés, ils disent, oh là là, c'est le désastre, qu'est-ce qui va se passer et tout. On les a bien manipulés. Hein. 2050, donc moi je m'en fous. D'abord, une prévision, écoutez bien les gens, une prévision à 2050, c'est du foutage de gueule. Ça veut dire que en 1970, on aurait été capable de prévoir ce qu'est la société en 2010, la révolution informatique. Ça, très bon argument. Hein. 50 ans, les gens. 50 ans. Le plan nucléaire, pour parler d'énergie, l'industrie aérospatiale, je vous passe le reste, plus la disparition du camp socialiste qui a ramené 30% de l'humanité dans l'économie de marché. Deux foutages de gueule, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, dans les sciences dures, on sait que n'importe quel système dynamique n'est jamais linéaire. Il est toujours scapusté. Il faut bien faire des prévisions quand même. Oui, mais pas au point de raconter n'importe quoi, parce que sinon on peut aussi ouvrir, on fait comme les Romains et regarder les fois des volailles. Hein. Il était plus vulgaire à l'époque. Mais c'est vrai que les gens, ils disent « Ah, Mélenchon, il est vulgaire, etc. » Franchement, il s'est calmé. Hein. À l'époque, ils s'en battaient les couilles. Oh. Attends, non mais oui, bon, vous pouvez parler tout seul. Oui, pourquoi c'est lui qui parle comme ça? Vous aussi, vous pouvez parler tout seul. Ça y est, je peux... Déjà, à l'époque, on lui reprochait de trop parler aussi. Alors, Segundo, attends, au moins un argument. Il faut gentil qui peut faire taire Zemmour, je le garde. Hein. Ah ouais. Alors, deuxième élément, on ne compare jamais la somme due à la masse de la richesse produite. Les 2600 milliards que le journal Le Monde est incapable de dire où il les a trouvés. Il devrait les rapporter, s'il cumule tous les déficits pendant 50 ans, c'est absurde, il devrait les rapporter à la richesse qui sera produite pendant 50 ans. 80 000 milliards. Autrement dit, et pour terminer en une phrase, la somme dont on parle, en toute hypothèse, ne dépassera jamais 3% du total de la richesse produite par ce pays. Et bien, si vous n'êtes pas capable de mettre 3% de votre richesse pour assurer aux gens le droit de partir à la retraite quand ils sont crevés, alors c'est que vous êtes des incapables. Et je dis aux gens, vous choisissez. Moi, je sais le faire. Je sais vous faire arrêter à 60 ans, je sais vous faire avoir une bonne retraite. Si les autres ne savent pas, et que vous avez envie de bosser jusqu'à 70 ans et vous crevez au boulot, votez pour eux. Sinon, votez pour moi, parce que moi, je sais faire. Mais c'est ça aussi. Je pense que c'est pour ça que les gens, ils l'aimaient pas. C'est que c'est vraiment, il était en mode, moi, je sais faire, moi, je suis compétent, moi, je peux. Tu sais, c'est vraiment en mode, il avait l'arrogance bien placée, quoi. C'est magnifique, magnifique. Bon, je propose qu'on s'arrête un peu là. Parce qu'en vrai, on a eu plusieurs parties du Mélenchon. On a eu le Mélenchon qui critique les journalistes. Le Mélenchon islamophobe, on s'est rappelé quand même. Et le retour de la retraite. C'est dans l'autre On n'est pas couché. On a vu JLM dire qu'il a changé d'avis sur l'écologie, réaliser son importance. Je crois que c'est Oui, je crois que c'est 2012. Je me demande si c'est même pas le On n'est pas couché qu'on n'a pas vu. Parce qu'on a vu celui après la campagne de 2012, mais on n'a pas vu celui pendant. Donc c'était peut-être pendant celui-là. Je ne connaissais pas à l'époque, mais je préfère comme ça que Vieux Sage. Moi j'aime les deux. Mais l'ayant connu énormément Vieux Sage, j'avoue que parfois il me manque en trublion. Mais en même temps, aujourd'hui, on lui permettrait plus de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il essaie de faire le cabotin un peu sur un plateau télé comme ça, à dire moi je sais faire, etc. Il se fait couper la parole de long. Tu sais, il a pas Ruquier qui vient modérer pour dire pour ironiser sur le fait que oh là là, il fait fermer sa gueule à Zemmour, c'est bien. Maintenant, c'est en mode ah oui, quand même, attendez, laissez-le parler quand même. Ce n'est pas vous n'êtes pas dans le meeting, monsieur Mélenchon. Tu vois, aujourd'hui, t'aurais pas un Ruquier pour faire le passe-plat et lui permettre de finir ses développements, quoi. Donc, je pense structurellement, c'est plus possible d'avoir le même Mélenchon et je le déplore aussi. Mais oui, maintenant on a Bompard, on a Guettet, on a Panot, on a Guiraud, on a d'autres gens qui peuvent
peuvent assurer ça sur les plateaux télé. Typiquement, en termes de cabotinage et de vantardise, Guiraud, il est pas mal là-dessus, par exemple. Et Bompard aussi, il est pas mal là-dessus aussi. Donc bon, en vrai, voilà quoi. Et puis aussi, et c'est vrai aussi, 1990 Quadrillon de tonnes, c'était l'underdog. On le laissait un peu faire parce qu'on le méprisait un peu. On était en mode, oh là là, il va dire qu'il va être en tête de la gauche. Mais bien sûr. Genre, le PS va disparaître. Mais bien sûr. Donc aussi, on lui laissait faire ça parce que c'était le mépris envers lui qui faisait qu'on le laissait faire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a mesuré son poids politique, quand je dis on, c'est les journalistes, hein, ils se permettent un petit peu moins ça parce qu'ils voient que c'est dangereux de le laisser parler, quoi. Je crois qu'on réalise pas l'immense travail des militants antiracistes. Sans eux, on aurait JLM encore full islamophobe et aucun parti pas trop raciste. Mais c'est pour ça que le côté butin de guerre, t'es un peu obligé de le voir, quoi. Vu d'où il part, pas non plus faire Gaslight en mode non, il a toujours été comme ça. Non, il était vraiment islamophobe à l'époque. Bref, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.